elle, est une bonne source de motivation pour des changements. C'est peut-être des programmes à la télévision, il y a certains programmes de perte de poids où on voit les entraîneurs qui crient des commentaires abusifs à leurs clientes qui essaient d'en perdre du poids. C'est peut-être un message dans les médias qui est proposé, mais ça ne marche pas. En fait, l'insatisfaction, il n'y a aucune recherche. Si on regarde la réalité des choses, si on regarde les recherches, la littérature, il n'y a aucune preuve que l'insatisfaction corporelle est une bonne façon de se motiver. Et à l'encontre, il y a plein de preuves qui nous disent que les personnes qui sont insatisfaites de leur corps ont beaucoup plus de difficultés à faire des sains changements de vie. Pour les femmes, qui sont insatisfaits de leur corps, ils ont moins la probabilité de faire les auto-examens des seins. Pour les hommes et les femmes insatisfaits de leur corps, ils ont moins de succès à cesser de fumer. Ils ont moins une qualité de vie physique diminuée, un fonctionnement sexuel diminué et une santé mentale diminuée. Puis si on regarde l'obésité ou l'alimentation, qu'est-ce qu'on voit? Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui sont insatisfaites de leur poids, à long terme, ils font moins d'exercice physique et ils mangent moins de fruits et légumes. Et les jeunes adultes insatisfaits de leur poids, ils sont en fait plus à risque pour l'obésité. Alors, l'acceptation de soi, en fait, c'est ça qui ouvre la porte au changement. Ça ouvre la porte à un changement vrai, réel et long terme. Et pourquoi? Parce que on se fie plus sur des règles externes ou des motivations externes. On peut commencer à fier sur des motivations internes. Par exemple, qu'est-ce qui marche pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Sont tous des sources de motivation qu'on appelle intrinsiques. Puis si on regarde les littératures sur la motivation et les changements de vie ou d'atteindre ses objectifs, ce qu'on voit, c'est que la motivation intrinsique, c'est ça qui prédit plus de résilience quand on fait face à des barrières. Ça prédit plus de progrès vers nos objectifs. Alors, c'est ça qui va vraiment nous aider à changer. Alors, s'accepter peut égaler changement aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour commencer à s'accepter comme on est? Et on peut commencer par changer un peu notre perception de notre corps. On a trop souvent tendance à voir notre corps comme un objet, comme quelque chose à modifier ou à changer. Mais en fait, c'est pas un objet, c'est nous. Alors, si on peut essayer de voir le corps plus comme notre refuge, en se demandant des questions comme comment me nourrir, comment prendre soin de moi, qu'est-ce qui marche pour moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je pourrais continuer de faire jusqu'à l'âge de 70 ans ou plus. C'est ça qui va vraiment amener un vrai changement. Quand on ne se juge plus, il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus d'échec. Il y a juste l'apprentissage. Et ça m'amène à mon deuxième point. D'apprendre à s'écouter sans jugement. C'est vraiment à la base de la pleine conscience. D'apprendre à s'écouter, mais sans juger, sans jugement. Les fondamentales de la pleine conscience, certains concepts de base sont de pratiquer l'observation et la description sans jugement. Alors, je vous invite de faire un essai avec moi ce soir. Si vous êtes confortable,
Je vous invite de faire un petit exercice de la pleine conscience. Je vais vous demander de prendre une position confortable dans votre chaise, de bien planter vos pieds sur le plancher. Puis si vous êtes confortable, je vous invite à fermer vos yeux. Je vous invite à recueillir votre énergie qui va un peu partout durant le jour et de ramener votre attention à votre respiration, sans essayer de le changer, sans le juger. Portez votre attention à les sensations corporelles associées avec votre respiration. Vous pouvez observer la température de l'air quand elle rentre par le nez et la température de l'air quand elle sort par le nez. Vous pouvez observer les mouvements de la poitrine qui gonflent avec chaque inspiration et qui dégonflent avec chaque expiration. Vous pouvez porter attention à les autres sensations corporelles qui font partie de la respiration. Et si votre esprit s'éloigne de la respiration, c'est normal. Vous allez juste à observer où il est allé, puis essayer de la ramener doucement à la respiration. Parce qu'en fait, c'est ça la pleine conscience, ou la pratique de la pleine conscience, c'est de ramener notre esprit au moment présent. Et quand vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Qu'est-ce que vous avez observé? Certaines observations par rapport à la respiration. Okay. Est-ce qu'il y avait d'autres observations par rapport à d'autres sensations physiques dans le corps? Oui. OK. Vous êtes présente, c'est bien. Est-ce qu'il y avait des personnes qui ont observé autre chose, peut-être des pensées ou même des émotions? Vous pouvez lever les mains. Oui? Normalement, on se rend compte d'autre chose. Parce qu'en fait, quand on commence à reconnecter avec notre corps, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se passent dans notre corps. Il y a des pensées, il y a des souvenirs, des sentiments, des sensations physiques de toutes sortes, des fois confortables et des fois inconfortables. Et ça peut être un peu problématique des fois pour la pleine conscience. Si on essaie, par exemple, de manger en pleine conscience, puis on se sent quelque chose d'inconfortable dans le corps, mais peut-être qu'on va vouloir déconnecter. Puis en fait, dans notre société, il y a comme des messages qui nous envoient l'idée qu'on devrait sentir bien tout le temps. On recherche la bonheur totale, on cherche la joie éternelle. Il y a des pilules si on se sent pas bien. Ça nous donne un peu le message que c'est pas normal de sentir des inconforts dans le corps. Mais en fait, oui, c'est très, très, très normal. Et si à chaque fois que je ressens quelque chose dans mon corps qui n'est pas confortable, je dis « Oh non, c'est pas correct, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je vais vouloir déconnecter. » Puis pour être capable de déconnecter, ça veut dire focusser sur quelque chose d'externe. Ça pourrait être manger, ça pourrait être se compulser dans l'alcool, ça pourrait être d'autres choses, se compulser dans le travail, se compulser dans l'exercice physique extrême. Ce sont toutes des façons de se couper de son corps. Et en fait, le corps a ses sensations pour une raison. Ils sont des signaux dans le corps. Ils sont comme des sources d'informations qui essaient de communiquer avec nous. Alors, ils sont présents, puis on les sent, puis ils sont inconfortables pour une raison, parce qu'ils disent « Allô, il y a quelque chose, j'ai quelque chose à te dire. » Forme de communication, puis là, on peut communiquer nos besoins, combler nos besoins.
Alors, pour donner une idée, la joie a une certaine légèreté. L'amour, des papillons dans le ventre, peut-être. La tristesse amène une certaine lourdeur, des fois un mouton à la gorge. La peur, les battements de cœur plus forts, une respiration plus rapide. La colère, une certaine chaleur ou pression. Ce sont des signaux, des sources d'information qui nous donnent un message. Comme la faim, que Vanessa a très bien décrit, nous envoie le message « j'ai faim ». Je veux manger, j'ai le besoin de manger. Mais les émotions nous envoient un message. La tristesse nous dit des fois qu'on manque une connexion. La colère peut nous indiquer un besoin de respect, d'être respecté. La peur, un besoin de sécurité. Alors, si on n'écoute pas, si on déconnecte quand on ressent cet inconfort dans notre corps, mais on peut être pris dans un cycle vicieux. Parce que l'émotion est là comme quelqu'un qui essaie de nous dire quelque chose. Imagine que vous essayez de dire quelque chose à quelqu'un, puis elle tourne le dos à chaque fois. Qu'est-ce que vous allez faire? Et normalement, on commence par essayer encore une fois. Puis les émotions sont comme ça. Ils essayent, à un moment donné, si on les laisse, c'est vrai qu'on va se sentir tellement déconnecté qu'on va se sentir comme si on ne communique plus. Mais ils vont revenir avec leur message, puis ils vont revenir plus fréquemment, puis ils vont revenir plus intensément aussi. Alors là, on est pris avec des émotions qui intensifient, qui sont plus fréquentes, puis si on ne veut pas les entendre ou les écouter, mais on est pris dans le cycle d'utiliser nos comportements un peu échappatoires qui pourraient être autodestructeurs. Alors, l'idée, c'est d'essayer de reconnecter avec ces messages, les informations que les émotions nous portent, en essayant de pratiquer l'observation et la description sans les juger comme bons ou mauvais. Comme vous avez fait avec la respiration ici. Parce que l'idée, c'est de créer un petit espace entre « je ressens quelque chose » puis j'ai l'impulsion d'agir. Parce que trop souvent, on est tellement déconnecté qu'on n'entend même pas le message. C'est comme si on a juste l'impulsion de faire quelque chose. Alors, je vous invite la prochaine fois que vous ressentez une émotion, quelque chose d'inconfortable dans votre corps, ou peut-être une pulsion vraiment intense, d'essayer de pratiquer une plus pleine conscience. Les émotions sont comme des vagues. Ils viennent et ils partent. Toutes seules. Il n'y a rien à faire. Ça peut être inconfortable pour un certain temps. Normalement, ça dure à peu près une trentaine de minutes, mais ça varie beaucoup si on n'a pas écouté pour longtemps. Mais je vous invite de faire l'essai, de surfer ce vague-là au lieu de lancer là-dedans ou de fuir. Puis voir, parce qu'après, on peut se demander, mais c'était quoi la fonction de cette émotion? Qu'est-ce que ça me disait? C'était quoi le besoin sous-jacent? Puis là, on peut commencer à agir dans notre vie avec conscience. Utiliser ces signaux pour guider les choix, pour combler nos besoins. Parce qu'en fait, c'est le but idéal. Et ma dernière concept, de participer dans la vie avec conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déconnecter de toutes les « je dois »,« je devrais », déconnecter de la quête de la perfection, déconnecter de la performance pour reconnecter avec soi, reconnecter avec les signaux de satiété, de faim, les émotions, confortables et inconfortables, les pensées, les autres sensations physiques dans le corps, la fatigue, la sexualité, mais aussi nos valeurs personnelles, nos valeurs, ce qui nous passionne, ce qui est important pour nous. Parce qu'en fait, quand on parle de bien-être, c'est trop souvent mêlé avec la notion de sentir bien, la joie éternelle, la bonheur, mais c'est pas vraiment ça. Ou peut-être c'est associé avec atteindre mon idéal. Mais non, je dirais que la bien-être, c'est de prendre le risque
de vivre dans votre corps avec vos propres valeurs personnelles, vos propres passions, vos émotions, même s'ils ne sont pas celui des autres ou même s'il va des fois à l'encontre des autres. Je terminais une thérapie récemment avec une cliente, puis à la fin de chaque thérapie, on fait un bilan. Elle m'est venue avec un trouble de l'alimentation, avec des pertes de contrôle sur ses aliments interdits. Pour elle, c'était les sucreries, le gâteau, les biscuits et autres. Puis en faisant le bilan, on parlait de qu'est-ce qui l'a aidé. Côté alimentation, c'était d'arrêter de juger les aliments comme bons ou mauvais, de redécouvrir la satisfaction dans son alimentation, le plaisir, la satiété, la satisfaction. Mais même avant que j'ai pu la demander, elle me regardait puis elle me disait « Mais c'est pas juste par rapport à l'alimentation. Pour moi, ce qui m'a aidée, c'était de retrouver la satisfaction dans ma vie en général, de trouver des façons de me nourrir dans d'autres sphères de ma vie. » Très sage. Pour elle, c'était de s'épanouir dans son sport puis de reconnecter avec certaines personnes dans son entourage. Mais pour d'autres de mes clientes, mes amis, les personnes que je sache, ça peut être d'autres choses. De prendre le risque d'écrire leurs opinions dans un article. De prendre le risque de danser juste pour le plaisir de danser. D'apprendre quelque chose de nouveau, se cuisiner, prendre un cours de yoga, de reconnecter avec la nature parce que c'est quelque chose qui est important pour eux. Alors, je demande ces questions toujours à mes clientes puis à moi-même aussi. Qu'est-ce que vous ferez différemment si vous n'étiez pas en train de vous juger? Et qu'est-ce que vous ferez différemment si vous n'étiez pas en train de penser que vous êtes jugé par les autres? Puis là, si on peut essayer avec des petits pas à s'amener vers ces choses-là, je pense qu'on peut développer la satisfaction dans la vie en général. Alors, je vous laisse en conclusion avec ces 3 concepts. La pleine conscience et son corps. D'essayer de s'accepter comme on est, au lieu de chercher un idéal pour s'aimer. Apprendre à s'écouter sans jugement, les choses confortables et moins confortables dans le corps, puis participer dans la vie avec conscience pour que nos actions sont en lien avec ce qui est important pour nous. Merci. Comment on peut appliquer la pleine conscience à l'activité physique? Parce qu'on en a parlé pour la nutrition, mais comment on peut l'appliquer aussi à l'activité physique et au développement des activités physiques? C'est une très bonne question. Puis, en fait, j'ai voulu que vous le posiez parce qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter, mais ça s'applique très bien à l'activité physique aussi. En fait, c'est les mêmes concepts de se déconnecter de tous les « je dois », « je devrais », parce que comme la nutrition, il y a plein d'avertissements dans les médias, plein d'informations mêlant par rapport à ce qu'on devrait faire pour notre corps, pour l'activité physique. Et si on est vraiment connecté à tout ces « je devrais faire ça, je devrais faire ci, je devrais faire ça », mais premièrement, on est déconnecté de notre corps. Puis deuxièmement, c'est comme un devoir. Mon fils a très bien illustré ça quand il m'est revenu à la maison il y a 4 ans. Puis il a entendu parler de l'exercice physique. Je sais pas, à l'école ou dans son entourage. Puis quand il parlait de ça, il faisait comme un jeu, que maintenant, je dois faire mes exercices physiques. Puis il faisait un jeu, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Mais je rendais compte qu'il disait « je dois », comme un devoir. Mais quand il va pour prendre son bicyclette, c'est pas « je dois ». Quand il va jouer au hockey, c'est pas « je dois ».
Quand il va jouer au soccer, c'est pas « je dois », c'est « j'aimerais, 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 j'aimerais ». Alors, je vous invite d'essayer de se rappeler de qu'est-ce que vous avez aimé comme enfant. Qu'est-ce que vous avez aimé au niveau de mouvement, au niveau de réclamer le plaisir de bouger, parce que on peut tous avoir un plaisir de bouger, mais ça ne va pas tous être dans la même façon. Puis ça ne doit pas être un devoir. Comme Vanessa disait, c'est important de déconnecter des comparaisons avec les autres, spécialement là, parce que pour nous, notre activité physique va être différente que quelqu'un d'autre, parce que notre corps a besoin de moins ou plus, parce que notre corps aime faire certaines choses différemment. Mais on veut rebrancher à notre motivation interne par rapport à ça et reconnecter avec des choses qu'on aime. Encore une fois, qu'est-ce que je pourrais continuer à faire jusqu'à l'âge de 70 ans ou plus? Parce que ça va être ça pour maintenir une activité physique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider à accepter notre corps tel qu'il est en ce moment, tel qu'il est dans nos changements de vie, Oui. Alors, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire. Comme je disais, le concept que je proposais de changer un peu la perception de notre corps, de le voir moins comme un objet puis plus comme un refuge. Une des choses que je commence avec mes clientes, c'est de les demander, ou avec n'importe qui, de se demander, je les demande d'observer, juste faire une observation sans jugement, de combien de pensées critiques ils ont envers leur propre corps à chaque jour. Je les demande de faire pour 2 semaines. Puis à la fin de 2 semaines, normalement, ce qu'on voit, c'est que, en fait, les pensées diminuent juste avec l'observation, parce que là, on se rend compte de comment on est méchant des fois avec notre corps, comment on se critique le corps. Après ça, on peut commencer à vouloir changer un peu ce discours-là, donner moins de place à ces pensées négatives, puis plus de place à d'autres choses. On fait un exercice dans le miroir où on demande aux personnes de vraiment s'exposer, à regarder dans le miroir, puis à se décrire sans jugement, sans aucun mot avec des jugements. C'est difficile à faire, mais c'est une activité très, très, très importante. Et pour certaines personnes, il y a comme un processus de deuil, de lâcher leurs idéaux pour ce qui est la réalité des choses. Ça pourrait être un deuil réel. Alors, pour certaines personnes, c'est important d'examiner vraiment comment ils se sentent par rapport à ça. Je demande à la fin des fois à écrire une lettre au corps, d'exprimer les émotions, exprimer ce processus de deuil, mais aussi de demander peut-être la pardonne, parce que des fois, on a fait des choses pas tellement gentilles à notre corps, se priver, autre chose. Alors, sont certaines choses qu'on pourrait commencer à faire. Comment rester connecté à nos signaux internes quand on mange en famille ou entre amis? C'est une bonne question. Je te laisse. C'est vraiment... Ça, c'est intéressant parce que, justement, par rapport aux signaux externes, on s'est bien démontré, plus de temps qu'on passe à une table, plus notre consommation augmente. Notre consommation augmente, c'est une corrélation entre le nombre de personnes à la table et la quantité qu'on mange. C'est simplement parce qu'on reste à table plus longtemps et donc, bon. Je pense qu'il faut prendre ça en modération, comme on dit, là, de façon générale. Le temps des fêtes, vous avez parlé du temps des fêtes, c'est quelques jours, hein, dans le cadre d'une année. J'aime beaucoup parler du concept du 80-20 avec les gens. Donc, c'est quelque chose qu'on voit même quand on étudie la nutrition, quand on étudie les bonnes habitudes alimentaires. Ce qu'on voit chez les gens quand on les étudie à long terme, c'est ce qu'ils font la majorité du temps. Donc, première chose à faire, ça serait vraiment d'établir cette fréquence-là de manger au restaurant en famille. C'est quoi la fréquence? C'est quoi l'importance que ça a vraiment dans votre vie? Est-ce que pour certains, ça fait partie de leur style de vie et de leur mode de vie, c'est du quotidien. Pour certains, c'est une petite soirée de couple en famille une fois de temps en temps. Donc, ça serait la première chose. Puis la deuxième chose, un petit conseil rapide.
je vous dirais, serait de vous donner l'exercice du 20 minutes par assiette. D'essayer de vous donner 20 minutes pour terminer une assiette. Des fois, on mange très rapidement. Puis ça prend vraiment ce temps-là, un bon 15 à 20 minutes pour vraiment reconnaître ces signaux de faim de satiété. Donc, se donner ce temps-là pour et de porter attention justement, peut-être la prochaine fois que vous mangez, de voir ça vous prend combien de temps, de vous assurer de bien mâcher, bien mastiquer, avaler avant de prendre la prochaine bouchée. Des fois, on y va 3, 4 bouchées à la fois. Okay? Donc, c'est des petites choses, hein? C'est des petites choses qu'on peut faire qui font en sorte que ça ralentit vraiment juste la cadence du repas. Puis de fil en aiguille, on finit par manger. Parce que le but, c'est pas d'éliminer les situations